Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien et pour une raison très simple. À l'heure actuelle, je suis en train de lire le dernier tome d'une de mes sagas, de mes trilogies préférées que j'adore. Il s'agit de Bloodsport, qui est du coup le troisième tome de la saga The Prison Healer, écrit par Lynette Noni. Si je suis là aujourd'hui pour une vidéo, c'est tout simplement pour vous venir en aide. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois, si ce n'est plusieurs fois, à force de lire des sagas, d'attendre entre chaque tome d'une saga, d'oublier quelques éléments, d'être un petit peu perdu à la sortie au moment de la lecture d'un nouveau tome. Et donc qu'une petite séance de rafraîchissement de mémoire s'impose. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans la saga The Prison Healer. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu et notamment me suivre quotidiennement au travers de mes lectures, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu la chance de découvrir cette saga que moi je trouve incroyable. Quel a été votre tome préféré? Voilà, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez envie de le lire? Peut-être même que vous l'avez pas aimé. Et c'est ok, tous les livres ne peuvent pas plaire à tout le monde. Donc évidemment, ici on est sur une vidéo full spoil. Si vous n'avez pas encore lu les romans et que vous souhaitez les lire et garder la surprise, et il y en a un paquet de surprises dans cette saga, eh bien je vous conseille de passer cette vidéo, de ne pas la regarder, et puis de revenir au moment où vous voudrez avoir un petit rafraîchissement avant la lecture du tome 2, puis avant la lecture du tome 3. Cette vidéo sera divisée en deux parties, je vous mettrai les timecodes au niveau de barre d'avancement de la vidéo. Donc il y aura tout d'abord le résumé totalement full spoil du premier tome, pour ceux qui veulent un petit rafraîchissement avant le deuxième tome, et puis ensuite le résumé full spoil du second tome pour ceux qui veulent un rafraîchissement du premier et du deuxième avant le troisième. Donc je perds pas plus de temps, on est parti. Pour commencer, on va parler de The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov, le premier tome de la trilogie. On va suivre les aventures de Kiva Meridian qui a 17 ans et elle est emprisonnée dans la prison de Zalindov depuis environ 10 ans. Elle est assez chanceuse dans cette prison puisqu'elle subit pas exactement le même traitement que les autres prisonniers étant donné qu'elle est guérisseuse, ou en tout cas elle a commencé comme apprentie guérisseuse auprès de son père qui était lui-même guérisseur. Mais elle est maintenant la seule et unique guérisseuse de la prison depuis que son père est décédé d'une maladie. Chose hyper importante à savoir sur Kiva, c'est que c'est la bienveillance incarnée. Elle a appris par son père à toujours s'occuper de tout le monde, peu importe sa condition, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il a fait dans la vie, l'important c'est de lui sauver la vie. Et vu qu'elle est dans une prison, il y a vraiment des gens qui ont commis des choses pas très jolies, faut l'avouer. On va apprendre au début de l'histoire que Kiva a encore de la famille à l'extérieur de la prison, avec qui elle échange régulièrement grâce à des petits messages codés que sa famille va laisser sur des prisonniers, ou plutôt sur des cadavres qui vont être amenés à la prison. Et un jour, au début du roman, elle va recevoir un message qui lui dit « Nous sommes en sécurité, reste en vie, nous allons venir ». Kiva attend depuis 10 ans d'être libérée par sa famille, et ce jour semble enfin être sur le point d'arriver. Un jour, un nouveau prisonnier du nom de Jaren arrive à Zalindov et il est vraiment dans un sale état, il s'est fait tabasser, il est ouvert de partout, il a des plaies béantes, des bleus, des fractures, etc. Comme pour chaque nouveau prisonnier qui arrive à la prison, Kiva s'occupe de le soigner. Mais elle fait pas ça réellement toute seule, elle fait ça aussi avec l'assistance d'un jeune garçon qui s'appelle Tip, qui en réalité, on va l'apprendre plus tard, est né dans la prison, et donc Kiva s'est beaucoup lié d'amitié, s'est beaucoup lié d'affection pour lui, surtout depuis que sa maman est décédée. Suite à ça, elle va apprendre qu'elle est chargée de s'occuper, de former en quelque sorte Jaren, le nouveau prisonnier qu'elle vient de soigner, afin de lui apprendre un petit peu comment ça se passe dans la prison, de lui faire visiter les bâtiments, etc. etc. Ils vont alors visiter la prison. Elle lui montre les tunnels, l'endroit où il est le plus dur de travailler, les douches, les dortoirs. Elle lui montre aussi l'abysse, qui est le bâtiment d'isolement dans lequel on va mettre les prisonniers qui sont mal comportés, entre guillemets. Et durant toute cette visite, et d'ailleurs depuis son arrivée, l'arrivée de Jaren, ils sont escortés par une nouvelle garde qui vient d'être affectée à la prison de Zalindov très récemment, du nom de Nari, et qui tout simplement les escorte dans la prison pour être sûr que la visite se passe bien, quoi, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de tentative de fuite, qu'il n'y ait pas de problème. Quelques temps après, Kiva se rend compte qu'elle a de plus en plus de patients qui arrivent, qui souffrent des mêmes symptômes et qui semble y avoir une mystérieuse maladie dans la prison qu'elle ne sait pas d'où ça vient et où les gens sont tout simplement en train d'en mourir. Et elle va du coup s'acharner à essayer de trouver qu'est-ce qui se passe et quelle est cette mystérieuse maladie, déjà pour pouvoir sauver les gens parce que c'est ce qui la motive, c'est vraiment ce qui la fait vibrer, de sauver des vies.
mais aussi et surtout parce que il semble que c'est de cette mystérieuse maladie la même que son père est mort il y a de cela plusieurs années. Un jour, un autre groupe de prisonniers arrive à la prison et il se trouve que parmi eux, il y a la reine des rebelles. Pour vous expliquer, on est dans un contexte politique assez particulier où c'est une famille bien précise qui est au pouvoir, la famille des Valentis, mais où des rebelles se battent chaque jour, militent chaque jour pour mettre la famille jadis concurrente, les Corentines, au pouvoir. Et donc cette reine rebelle est la chef de ce mouvement rebelle, et donc elle arrive vraiment à la prison, mais dans un état pitoyable au tel point qu'elle est à peine capable de parler. Elle est presque morte. En tant que reine rebelle, elle va pas seulement être incarcérée dans la prison de Zalindov, elle va recevoir un châtiment particulier. Ce châtiment, ce sera de passer par les 4 étapes élémentaires. Chose impossible à faire. C'est tout simplement une série de 4 épreuves à qui chacune d'elles correspond un pouvoir élémentaire particulier, et c'est impossible en fait de se sortir de ces épreuves sans posséder soi-même des dons de pouvoir élémentaires que seule la famille royale des Valentis possède. Donc en d'autres termes, elle est tout simplement condamnée à mort. Kiva va recevoir la visite de Krista, qui est une autre prisonnière de la prison et qui fait partie du mouvement rebelle, elle fait partie des rebelles de la prison. Et Krista va tout simplement dire à Kiva qu'elle a intérêt de garder la reine rebelle en vie parce que sinon, type... Chose horrible et inimaginable pour Kiva, qui considère vraiment Type comme son petit frère quoi. Et Kiva, elle est vraiment du coup à ce moment-là paniquée parce que comment est-ce qu'elle peut faire pour garder déjà une personne qui est en train de mourir en vie si encore en plus cette personne est censée surmonter des épreuves qui sont insurmontables. Et le jour des épreuves arrive et on a le prince et la princesse Valentis, donc le prince Devrik et la princesse Myrine, qui arrivent à la prison de Zalindov tout simplement en tant que témoins royaux pour le début de ces épreuves, étant donné qu'il s'agit quand même de la reine rebelle. Donc ils viennent assister aux 2 premières épreuves. Forcé de s'assurer de la survie de la reine rebelle, Kiva, pour la sauver, ne trouve qu'une seule solution, celle de se présenter à sa place en tant que championne de la reine rebelle pour elle-même passer ses épreuves. Elle a totalement conscience qu'elle se condamne à une mort quasi certaine, mais pour elle, c'est la seule solution de respecter la menace que lui a fait Krista et donc de sauver la vie de Type. Elle va donc subir la première épreuve, l'épreuve aérienne, qui consiste tout simplement à faire un saut depuis une hauteur incroyable sur une distance impossible. Donc en fait, en gros, si tu sais pas voler, le saut, tu peux pas le faire. Mais elle finit quand même par sauter et elle se rend compte qu'en réalité, son choc a été amorti par de l'air et c'est en réalité le prince Devrik qui apparemment s'est pris un petit peu, c'est un petit peu entiché d'elle et admiratif de son courage, qui a amorti sa chute, mais ça n'empêche pas qu'elle a quand même ressenti un choc et donc elle tombe dans les vapes. Mais au moins, elle n'est pas morte. La première épreuve est donc considérée comme réussite. Lorsqu'elle est légèrement évanouie, elle va avoir une vision, un rêve d'un souvenir du moment où elle a été arrêtée et envoyée à la prison de Zalindov. On apprend dans ce souvenir que son père fut tout simplement accusé de complicité rebelle et a donc été condamné pour suspicion de trahison envers la couronne. Mais on y apprend aussi que le frère de Kiva, Kirin, a été tué par les gardes qui se sont occupés de l'arrestation de son père parce qu'il s'est interposé et Kiva a refusé de lâcher son père et donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en prison avec lui. On va également y apprendre que le reste de sa famille ont eux réussi à s'enfuir avant l'arrivée des soldats. À son réveil, Kiva est surprise de la présence de la princesse elle-même à son chevet. Princesse qui, légèrement forcée par son frère, va donner à Kiva une amulette remplie de magie du feu afin d'aider Kiva de surmonter la deuxième épreuve, celle du feu. Dans le laps de temps qu'il y aura entre son réveil et le déroulé de la seconde épreuve, Kiva, à l'aide de Nari, va inspecter, va enquêter au sujet de la mystérieuse maladie dont je vous parlais plus tôt, notamment en attrapant des rats pour examiner leur sang, ce qu'ils mangent, etc. Vu que s'il y a une maladie, il y a sûrement une trace dans les rats. Mais malheureusement, elle ne trouvera rien. L'épreuve du feu a donc lieu et Kiva est enfermée dans l'incinérateur de la prison à une température insurmontable, mais grâce à la lunette que lui a donnée la princesse Myrine, elle arrive à survivre en choquant absolument tout le monde parce que c'est impossible de survivre aux flammes de cette façon-là. Mais elle a réussi l'épreuve, donc tout va bien. Entre temps, Jaren, qui n'a plus lâché Kiva, ils sont vraiment devenus amis et tout dans la prison, lui s'est fait tabasser par d'autres prisonniers et on l'apprendra plus tard, il s'est fait tabasser par d'autres prisonniers parce qu'il avait pris la défense de Kiva. Donc Kiva va de nouveau s'occuper de lui, va de nouveau le soigner, il va y avoir des petits rapprochements mais rien de réellement très concret. En même temps que tout ça, Kiva continue d'enquêter sur cette mystérieuse maladie grâce notamment à des assistants de personnes qui vont venir l'aider, qui vont faire des prélèvements, etc., des analyses, etc., etc. Et c'est suite à l'enquête et à l'assistance de ces deux personnes que Kiva finira par se rendre compte qu'en fait il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit d'un empoisonnement. Et donc que ce n'est pas une grippe ou une autre maladie qui circule, mais que les prisonniers ont volontairement été assassinés.
Et donc, par extension, que vu que c'est exactement la même chose qui s'est passée il y a quelques années, que son père aussi a été assassiné. Arrive le moment de la troisième épreuve et pour ce faire, Kiva doit aller dans l'eau et survivre plusieurs minutes, chose impossible, sous l'eau sans respirer. Seulement maintenant, elle n'a plus personne pour l'aider, le prince et la princesse étaient venus seulement pour les 2 premières épreuves, donc là elle se retrouve vraiment toute seule. C'est alors que ne la voyant pas remonter, donc certainement qu'elle est en train de mourir, Jaren décide de plonger à son tour dans l'eau, parce qu'en fait tous les prisonniers étaient autour du bassin en train de regarder l'épreuve un petit peu. Et donc Jaren plonge à son tour dans l'eau, arrive à atteindre Kiva, et à ce moment-là, une bulle d'air va se créer autour d'eux, leur permettant de respirer, leur permettant d'atteindre la durée de temps nécessaire pour réussir l'épreuve, et donc permettant à Kiva de gagner la 3e épreuve. Le directeur Rook est super en colère et il va décider tout d'abord de punir Jaren d'être allé aider Kiva. En gros, je pense qu'ils se disent que peut-être qu'il a transmis un petit peu de son air à Kiva, chose voilà, qu'on voit un petit peu dans les films de temps en temps. Et donc il va torturer Jaren en le fouettant, etc. sous le regard de Kiva. Et après avoir torturé Jaren, il va envoyer Kiva en isolement dans l'abysse. Après avoir passé à peu près 6 jours d'isolement qui lui sembla durer une éternité, Kiva va recevoir la visite de Nari qui a subtilisé le tour de garde d'un garde pour venir prendre des nouvelles de Kiva. Durant cette visite et en échangeant, Kiva va finir par apprendre qu'en réalité l'empoisonnement a été commandité par le directeur Rook lui-même. Tout simplement afin de contrôler la population de la prison pour éviter qu'ils soient trop nombreux et donc que les émeutes soient trop fortes, notamment à cause du climat qui est à l'extérieur de la prison, puis qui prévoit une grosse arrivée de prisonniers pour le printemps, donc il faut faire un petit peu de vite là-dedans, vous comprenez? Et c'est pour cela que seulement des prisonniers sont tombés malades et pas des gardes. C'est donc le directeur qui a tué le père de Kiva. Elle finit aussi par comprendre, un peu sous le choc, que Jaren, en réalité, a fait de la magie lorsqu'il a sauvé lors de la 3e épreuve et qu'il est en réalité le prince de Valentis, qui c'est lui d'Evric Valentis, le prince, et que Nari est son bouclier d'or, c'est-à-dire la position la plus honorifique de la garde royale, et que c'est pour ça qu'elle le suit partout. Puis Nari s'en va et Kiva reste seule dans les ténèbres jusqu'au début de la prochaine épreuve. Kiva est mise dans les tunnels et en fait l'objectif de la dernière épreuve c'est tout simplement de retrouver sa route, mais ce sont des labyrinthes sans fin dans lesquels il est impossible de se repérer. Et avec elle, elle va retrouver à côté d'elle Jaren tout simplement qui a été mis là dans le but de les laisser y mourir en fait tous les deux. C'est une condamnation en réalité. Cependant, Jaren n'est pas seulement une personne capable de contrôler l'air comme il l'a fait pour la sauver de la 3e épreuve. Il a la capacité de contrôler les 4 éléments, chose extrêmement rare qui n'est pas arrivée depuis des centaines d'années. Jaren explique à Kiva que s'il est venu à la prison Zalindom, c'était pour avoir plus d'informations sur les rebelles, pour pouvoir les interroger, etc. etc. qu'il a tenu à le faire lui-même. Et grâce à ces dons, ils vont arriver à se guider et à ressortir des tunnels et donc à réussir la 4e épreuve. Mais lorsqu'ils sortent des tunnels, ils sont pas accueillis par des gens, il n'y avait pas des gens qui les attendaient ni rien, tout simplement parce qu'une émeute est en train d'avoir lieu dans la prison. Les prisonniers ont fini par apprendre que le directeur les avait empoisonnés, qu'il était responsable de tous ces morts. Ils se sont donc révoltés et il y a une émeute horrible qui est en train d'avoir lieu dans la prison. Profitant de cette émeute, Jaren et Nari disent à Kiva que c'est le moment idéal pour s'enfuir de la prison. Kiva, elle fonce donc à l'infirmerie pour pouvoir y récupérer Tip et c'est à ce moment-là qu'elle va tomber sur le corps inerte et sans vie de la reine rebelle, qui a certainement été tuée par des royalistes qui ont profité de l'émeute pour venir la tuer dans la prison. Et juste à côté, elle va trouver le corps de Tip qui n'est pas mort mais qui est très blessé parce qu'il a sûrement voulu protéger la reine rebelle et mais il est vraiment dans un très mauvais état et à ce moment-là Kiva va avec de la magie réussir à le sauver. Kiva, Jaren et Tip s'évadent donc de la prison, ils arrivent à faire diversion notamment grâce à un ami qui était là un petit peu en arrière-plan tout le long de l'histoire qui s'appelle Mo, qui les a défendus et s'est battu avec le directeur pour pouvoir les aider à s'enfuir. Et juste avant de partir, Kiva profite d'écrire un petit mot à sa famille pour qu'ils sachent qu'elle n'est plus dans la prison. Et donc ils partent tous en direction de Valenia, du royaume, du château de la famille Valentis. Et lorsqu'ils sont dans la calèche, Jaren demande à Kiva qu'est-ce qu'elle a écrit dans son mot et tout. Elle lui a juste dit je vais dire à ma famille où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, ce qui paraît totalement compréhensible. Mais en réalité dans ce mot, c'est exactement ça qu'il avait écrit. À un petit détail près, ce mot disait « Mère est morte. Je pars pour Valenia, il est temps de reprendre notre royaume. »
On apprend donc dans la dernière page du roman que Kiva est en réalité la princesse rebelle, la princesse corentine, qui est donc la famille concurrente, la famille adverse à la famille des Valentis. Donc voilà pour le résumé du premier tome. Si jamais vous étiez ici juste pour avoir le résumé de ce premier tome et pas celui du tome 2, je vous laisse quitter la vidéo juste ici parce que dès maintenant, on va passer au résumé full spoil du second tome. Intéressons-nous maintenant à The Gilded Cage, la princesse rebelle, le second tome de The Prison Healer. Kiva était en route avec Jaren, Nari et Tip vers Valenia. Ils venaient de s'échapper de la prison de Zalindov. Et elle a laissé une petite note à sa famille lui disant que leur mère, la reine des rebelles, était morte, qu'elle était en route pour Valenia et qu'il était temps de récupérer leur royaume. Car oui, Kiva n'est pas juste Kiva Méridian, simple prisonnière guérisseuse de Zalindov. Elle était en réalité Kiva Corentine, la fille héritière de la famille Corentine, famille adverse des Valentis, qui sont soutenus par tous les rebelles pour reprendre le royaume. Au début du roman, Kiva se retrouve à l'Académie Argentline, qui est une académie de médecine en réalité, et elle vit un petit peu un rêve éveillé là-bas parce que Kiva, sa passion, c'est vraiment le fait de soigner les gens, et puis ça colle pas mal avec ses dons magiques. Et surtout, elle apprend que son père a également fréquenté cette école. Elle est évidemment invitée à rester étudier ici par le professeur magique qui a bien connu son père, mais malheureusement, c'est pas possible même si elle en rêve, parce que Kiva a une mission. Elle doit accomplir la destinée de sa famille. Ensuite, le retour à Valenia tombe bien puisque le festival de la rivière va commencer. Et donc ce soir-là, la reine, qui est donc la mère de Jaren, va afficher ses pouvoirs de l'eau dans un magnifique spectacle aquatique qui était vraiment sublime, que vont regarder Kiva, Jaren et Tip ensemble. Alors qu'ils retournent au palais et dans l'émeute et la foule qu'il y a suite à la fin du festival, Kiva se fait enlever. Ils ont été séparés par la foule, elle a été assommée et donc elle s'est fait kidnapper. Lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve face à Zulika et Torel, qui ne sont personne d'autre que sa sœur et son frère. Ce sont eux qui sont à la tête des rebelles à l'heure actuelle et ce sont eux qui ont organisé son enlèvement. Ils lui expliquent pas grand chose, ils restent assez vagues sur tout ce qui se passe, mais ils disent qu'ils étaient à deux doigts de réussir à sauver Kiva de la prison, mais que Zulika a abandonné la tentative de sauvetage au dernier moment parce qu'il y a eu des empêchements, des problèmes, etc. Et il semble également que leur mère s'est fait capturer à Zalindov volontairement. Mais on ne sait pas trop encore pourquoi. Kiva a beaucoup plus de questions, mais son frère et sa sœur lui laissent pas forcément l'occasion de la poser. Ils lui demandent qu'une seule chose, d'espionner Jaren, mais surtout la famille royale pour eux. Chose qu'elle accepte parce qu'après tout, toute sa vie, elle a appris à détester la famille Valentis et elle a appris à vouloir récupérer la couronne. Et c'est son frère et sa sœur qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans qui lui demandent de le faire, quoi. Elle est donc rattachée à la chaise, puis assommée. Quelques moments après, vraiment très peu de temps après, on a le prince Kaldon qui est en réalité le cousin de Jaren, celui qui avait pris sa place en tant que prince durant le premier tome pour les épreuves, qui arrive pour sauver Kiva. Il doit abattre quelques rebelles qui ont été laissés là par Zulika et Torel afin de faire vrai. Et Kiva va accidentellement le poignarder dans sa panique d'être sauvé, etc. Mais à part ça, la mission de sauvetage se déroule bien et Kiva est emmenée chez la reine Ariana, donc la tante de Kaldon, la maman de Jaren. Et elle va être choquée par la gentillesse de cette femme, de cette reine, parce que c'est pas trop le portrait que lui avait dépeint Jaren. Il y a une guérisseuse du nom de Ress qui arrive et qui va venir soigner les blessures de tout le monde et qui va se lier d'amitié avec Kiva parce qu'elles ont cette passion du soin, de la guérison en commun. Le lendemain matin, directement, Kiva est forcée par Kaldon à prendre des cours de défense, à prendre des entraînements afin d'être certaine de pouvoir se défendre si jamais quelque chose pareil devait réarriver à nouveau. Ça se passe pas bien, c'est difficile, elle a des couvertures de partout, mais elle abandonne pas et de toute façon Kaldon ne lui laisse pas le choix. Entre temps, on va avoir plein de petits rendez-vous entre Jaren et Kiva, ils vont vraiment se rapprocher, ils vont vraiment lier des liens. Kiva va voir à quel point il est un prince aimé, il est appelé le prince du peuple, tout le monde l'aime, il est là vraiment pour son royaume, pour les aider du plus possible. Et Kiva est un peu perdue parce que c'est pas ce portrait-là qu'elle avait en tête de la famille ennemie à la sienne, de la famille des Valentis, et tout ça la perturbe vachement. Durant ces rapprochements, Jaren va expliquer à Kiva comment les parents de Kaldon sont morts, comment lui il a été choqué de cela, comment c'est sa sœur Aisling qui a pris le commandement de l'armée là où ça aurait été lui qui aurait dû le faire mais où il était incapable de le faire et que depuis il est un petit peu perdu et que le fait d'entraîner Kiva, ça lui a redonné un petit peu un souffle de vie, ça lui a redonné une raison de se lever le matin et que ça fait énormément plaisir à Jaren de voir son cousin comme ça. Accessoirement, l'anniversaire de la princesse Myrine approche à grands pas et pour l'occasion, ils vont organiser un grand bal masqué.
Kiva assiste donc à une petite réunion avec Myrrine, donc la princesse, et la reine, dans l'organisation de tout ce bal, de toute cette mascarade entre guillemets. Quelques temps après, Kiva va assister à un entraînement de la famille Valentis, durant lequel ils vont aller dans une salle spéciale et ils vont tous utiliser leur pouvoir. Ils ont chacun un pouvoir particulier, un élément particulier. Et en fait, Kiva, elle est vraiment stupéfaite par tout ça parce qu'elle n'imaginait pas à quel point cette famille était puissante. Plus que ça, même c'est Jaren qui l'impressionne parce qu'à lui tout seul, il arrive à tenir tête à tout le monde grâce à la grande puissance de ses dons. En faisant un peu de la filature, en espionnant Jaren, etc. Pour apporter des informations que son frère et sa sœur lui ont demandé, Kiva va finir par trouver une pièce secrète qui n'est autre que la salle du conseil. Et donc elle va s'y infiltrer et elle va trouver une lettre qui vient du royaume de Miraven, mais malheureusement elle ne connaît pas cette langue donc elle n'arrivera pas à la lire. Et avant de pouvoir partir, il y a en fait les membres du conseil, dont Jaren, qui arrivent et donc elle va se cacher dans un meuble et elle va espionner toute la réunion. Elle entend tout d'abord Jaren qui parle de ses antécédents, des antécédents de Kiva au reste du conseil, parce qu'ils n'ont pas confiance en elle, étant donné qu'elle vient, que c'est une ancienne prisonnière de Zalindov, etc. Ils se méfient, pourquoi est-ce qu'une prisonnière est aussi proche comme ça de la famille royale? Donc il leur explique un petit peu qu'elle a rien fait, qu'elle a juste été accusée, que son père a été accusé à tort et qu'elle s'est retrouvée mêlée à tout ça. Et elle l'entend également parler de la lettre, la fameuse lettre qu'elle avait trouvée juste avant, qui les informe que l'ancien roi de Miraven est mort car son fils Navok l'a provoqué en duel que ce prince a gagné, et donc c'est donc maintenant le prince Navok, le roi Navok, qui est au pouvoir de Miraven, ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Après cela, Kiva retourne à l'institut de guérison et elle va retomber sur Ress qui va lui proposer de l'accompagner à Valboisé parce qu'elle doit s'y rendre pour soigner des gens. Et donc ça tombe bien parce que Valboisé, c'est justement l'endroit où Kiva a eu la dernière information de où se trouverait sa famille. Elle va donc aller avec Ress là-bas et elle va lui dire « Je dois aller rendre visite à des gens, comme ça je te laisse, on se retrouve à tel moment, à tel endroit. » Et donc elle va retrouver Torel et Zulika dans l'un des camps rebelles. Elle y retrouve son frère qui est toujours aussi content de la trouver, mais Zulika, sa sœur, qui est toujours un petit peu froide, un petit peu méfiante et suspicieuse, elle n'a pas grand chose à leur dire, mais elle leur raconte quand même les quelques éléments qu'elle a entendus lors de la réunion du conseil. Après cela, Kiva passe de plus en plus de temps avec la famille royale, avec la famille de Jaren. Elle finit par vraiment mieux les connaître, à vraiment les apprécier. Les choses vont vraiment très bien, jusqu'à ce que la mère de Jaren, la reine, ait une sorte de crise, parce qu'en réalité c'est une toxico, elle est accro à ce qu'on appelle la poudre d'ange. Et sous l'emprise de cette drogue, elle va agresser Kiva et c'est Jaren qui va venir la sauver, etc. Et donc Kiva finit par comprendre pourquoi Jaren n'avait pas un portrait aussi néfaste, aussi mauvais de sa maman, parce qu'en fait, c'est pas la première fois que lui il a voir ça, c'est pas la première fois qu'il a à subir ça. Il a même déjà été blessé suite à une crise de sa mère. Et donc Kiva comprend beaucoup de choses. Quand on demande à Kiva qui est-ce qu'elle est allée voir à Valboisé, elle raconte tout simplement que c'est sa famille. Voilà, elle n'a pas le temps de réfléchir plus loin. Elle dit voilà, ma famille vit à Valboisé, donc je suis allée les retrouver. Ça faisait 10 ans que je les avais pas vus. Chose que la famille de Jaren comprend totalement. Et ils le comprennent même un peu trop, puisqu'ils se disent à Kiva eh ben écoute, on va inviter ton frère et ta soeur à venir dîner au château. Donc Zulika et Torel sont invités à venir dîner au château parce que Kiva pouvait pas refuser, ça serait paru un petit peu louche. Le dîner se passe bien qu'on commence à discerner certaines tensions, notamment venant de Jaren à l'intention du frère et de la sœur de Kiva. Tensions qui vont vite se transformer en dispute puis en combat entre Jaren et Torel. En fait, Jaren est en colère parce que pour lui, c'est la faute du frère et de la sœur de Kiva si cette dernière est restée aussi longtemps en prison, parce qu'en réalité, il y a une loi qui dit qu'il y a un laps de temps pour venir récupérer un enfant en fait dans la prison, un enfant qui n'a rien commis, un enfant qui n'a rien fait. Si jamais il y a un tuteur, si jamais il y a de la famille qui existe à l'extérieur de la prison, ils ont totalement la possibilité en fait de venir chercher cet enfant. Par exemple, c'est pour ça que Tip est resté en prison, parce que lui, la seule famille qu'il avait, c'était sa mère qui est décédée en prison, donc personne n'est venu le chercher. Mais là, pour Kiva, il y avait totalement la possibilité que son frère, sa sœur et même sa mère, avant qu'il arrive ce qui est arrivé dans le tome 1, viennent la chercher, mais ils sont jamais venus la chercher. Et donc ça, Jaren s'en rend compte et donc il est vraiment en colère contre eux. Et on finit par se rendre compte qu'en fait, Torel était même pas au courant qu'il y avait ça de possible. Mais par contre que Zulika, elle, le savait, mais qu'il n'y a rien qui a été fait.
Avant de partir, Zulika demande quelque chose à Kiva. Elle lui demande d'aller voir leur grand-mère qui vit un peu éloignée en solitude dans les bois afin de récupérer un vieil objet de famille qui leur appartient depuis longtemps, auquel Zulika est attachée et qu'elle voudrait récupérer mais que sa grand-mère refuse de lui donner et donc elle espère que Kiva aura plus de chance qu'elle. Kiva donc se rend chez sa grand-mère mais c'est vraiment une vieille femme très hostile qui n'aime pas Zulika, qui n'aimait pas la mère de Kiva et qui semble avoir renoncé à ses propres pouvoirs de la famille corentine. Et elle n'arrive pas à récupérer cet objet. Ensuite, Kiva revient au royaume et continue d'avoir des petits entretiens, des petits rendez-vous avec Jaren, tout en continuant d'essayer de trouver des renseignements pour son frère et sa sœur. Et même si elle a de plus en plus de mal à faire ça, elle commence de plus en plus à culpabiliser, d'enquêter, d'espionner la famille Valentis. Et Jaren va finir par parler à Kiva du ternaire royal, qui sont 3 éléments, 3 objets qui, quand on les possède tous les 3, permettent d'avoir légalement et de façon la plus officielle possible le pouvoir sur le royaume. Et donc Kiva fait en sorte d'en parler immédiatement à son frère et sa sœur, y compris en leur donnant la position de l'un de ces ternaires qui est le livre qui se trouve dans la bibliothèque qu'ils sont allés visiter avec Jaren. Et comme par hasard, quelques temps après, ce livre disparaît. Quelle coïncidence, on se demande bien qui a pu faire ça. Entre-temps, Kiva va aussi apprendre que Ress, son amie de l'académie de médecine, et également elle aussi une rebelle et même une proche amie alliée de Torel. Ensuite, retournement, lors d'un entraînement, Kaldon va dire à Kiva qu'il sait exactement qui elle est. Absolument tout. Il sait qu'elle est Kiva Corentine et pas Kiva Méridian. Mais il décide de garder le secret parce qu'il a confiance en elle, qu'il a ressenti qu'elle était sincère, qu'il a ressenti qu'elle s'attachait à eux. Il croit en elle, quoi. Pour elle, c'est pas parce qu'elle descend de cette famille-là que forcément elle est comme eux. Et là, Kiva, elle est prise de remords monstrueux parce qu'en fait, elle va se rendre compte que son frère et sa sœur sont sur le point de prendre le pouvoir, en fait, grâce aux informations qu'elle a données. Ils sont sur le point de prendre le pouvoir du royaume et donc de destituer la famille Valentis, une famille qui est si attachante, si belle, si loyale envers son peuple. Et donc là ça va plus, Kiva, elle culpabilise et elle se rend compte qu'un autre élément du ternaire royal n'est d'autre que l'objet que Zulika lui avait demandé de récupérer chez leur grand-mère. Kiva se dépêche donc de foncer chez leur grand-mère afin de pouvoir espérer récupérer cet objet avant sa sœur. Mais lorsqu'elle arrive là-bas, sa grand-mère est en train de mourir. Zulika est arrivée en première et a volé le poignard. Et là, Kiva va apprendre par sa grand-mère dans ses derniers mots que sa famille n'a pas que ce don de lumière, ce don de guérison, qui cache aussi une part d'obscurité, une part de noirceur, et que c'est cette voie-là que Zulika a choisie. Kiva, elle, à l'inverse, est déterminée à choisir la lumière. Elle rentre au royaume, le bal masqué pour l'anniversaire de la princesse Myrrine a lieu, et ça se passe bien jusqu'à temps que Jaren se fasse agresser. Et il se fait agresser par qui? Il se fait agresser par Zulika, la sœur de Kiva, grâce à sa magie obscure justement. Elle a réussi à contrôler Nari en l'assommant presque. Nari est sous une magie noire assez étrange et elle est en train du coup menacer Jaren. Kiva, Kaldon arrivent, mais eux aussi se sont mis sous l'emprise de la magie des Zulika. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler. Pendant ce laps de temps, Zulika est en train de tout révéler à Jaren. Elle est en train de lui dire: tiens, ma petite sœur, tu sais, celle que t'aimes bien plus là, bah en fait elle t'espionne depuis le début pour nous, elle a fait ci, elle a fait ça, elle m'a révélé ceci, elle m'a révélé cela. Et dans tout ce qu'elle va dire à Jaren, il y a une part de mensonge. Et Kiva ne veut que ça, lui dire que non, c'est pas vrai. Mais malheureusement, elle peut pas parler. Et c'est alors que Zulika va poignarder Jaren en plein cœur avec l'œil des dieux, qui est l'un des ternaires royales, afin de lui voler ses pouvoirs. Grâce à sa magie, grâce à ses dons, Kiva arrive à se sortir, elle et Kaldon, de l'emprise de sa sœur, chose impressionnante. Vraiment, elle a éliminé toute la pièce avec ses pouvoirs. Et là, elle a le choix entre poursuivre sa sœur qui est en train de s'enfuir ou bien aller vers Jaren pour lui sauver la vie grâce à sa magie. Évidemment, elle va choisir d'aller sauver Jaren. Elle parvint à refermer sa plaie, malheureusement, à cause de l'œil des dieux. Quand Jaren se réveillera, il aura plus ses pouvoirs magiques, il aura plus cette part si importante de lui. Alors qu'elle est vraiment totalement détruite de savoir ça, qu'elle s'en veut, qu'elle culpabilise, Kaldon lui dit de s'en aller. Il lui dit de partir. Pour se sauver elle déjà, parce qu'il y a de fortes chances qu'au moment où Jaren et Nari vont se réveiller, bah, elles sont envoyées au cachot, voire même peut-être tuées par la colère de Nari, parce que à cause d'elle, son protégé aura subi quelque chose d'horrible. Et Kaldon, il lui dit pars, voilà,
je veux plus te voir en fait, voilà, j'ai eu confiance en toi et il s'est passé ça, et là j'ai pas envie d'être en colère contre toi, donc pars. Donc Kiva s'enfuit et elle part à la recherche de son frère, mais elle tombe sur Myrrine, la princesse, qui l'assomme grâce à sa magie et qui va s'évanouir. Elle se réveille alors dans les oubliettes du château, où Myrrine lui annonce que depuis le début, depuis un certain temps en tout cas, elle est la complice de Zulika et que c'était donc elle, son espionne, elle qui avait apporté toutes ces informations à Zulika, ou qui va se demander d'où elle venait. Myrrine, en tant qu'aînée de la fratrie, c'était normalement elle qui était destinée à régner en fait sur le royaume, mais grâce à sa capacité de contrôler les 4 éléments, c'est Jaren qui a été destiné comme futur héritier, et ça Myrrine l'a jamais accepté en fait, elle a toujours été très jalouse. Myrrine a récupéré le dernier élément du Tanner royal, qui n'était d'autre que la bague de sa mère. Zulika va apprendre à Kiva que Jaren, Kaldon et Nari ont réussi à s'enfuir, à peu près pareil pour Torel et Typ, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont. Mais elle va aussi apprendre que leur mère à elles deux, donc la reine rebelle, avait passé un marché avec le roi Navok, celui d'aider ce dernier à conquérir Rivallon. En guise de punition et afin de s'assurer que Kiva ne s'enfuit pas et n'essaie pas de chambouler leur plan, Zulika et Myrrine renvoient tout simplement Kiva à Zalindov, en la droguant en plus de ça avec de la poudre d'ange. Et c'est ainsi que se termine le second tome de la trilogie The Prison Healer. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura beaucoup aidé, que ça a réussi à vous remettre un petit peu les idées au clair afin d'être d'attaque pour lire le 3e tome. Moi de mon côté, au moment où je tourne cette vidéo, je suis justement en train de le lire, je suis presque à la moitié. J'adore, j'aime toujours autant cette saga, c'est vraiment l'une de mes sagas préférées. Là pour ce 3e tome, je passe vraiment par toutes les émotions, la façon de conter les histoires de Lynette Noni est incroyable. Il se passe tellement de choses, voilà, j'adore cette saga et voilà. Si vous l'avez toujours pas commencé, déjà je sais pas ce que vous faites sur cette vidéo si vous l'avez pas lu, parce que là je viens de vous spoiler absolument tout. Mais c'est une saga qu'il faut absolument lire, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit like afin de me soutenir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Et si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram, où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.